Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier webinaire de l'année pour nous à Delium. Coucou Maxime. Salut. Pour ce premier webinaire, on a décidé d'innover un petit peu et de vous présenter un format particulier, donc avec Maxime qui est UX designer. Nous allons décrypter devant vous un site internet que nous allons vous présenter tout à l'heure. Avant de commencer, et c'est pas pour faire de la pub, mais on va se présenter quand même rapidement parce que même s'il y a beaucoup d'entre vous qui suivent régulièrement nos webinaires, même si ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait, vous ne nous connaissez pas tous. Donc, nous, on est Adelium. On est une agence de conception de produits digitaux orientés expérience utilisateur. Et on est composé de 3 parties dans notre groupe. Un cabinet de conseil UX et CX avec des consultants qui sont là pour accompagner nos clients sur leur stratégie digitale. Une équipe d'agence digitale basée à Strasbourg qui fait de la production orientée expérience utilisateur, donc avec la partie direction artistique et production de sites, d'applications, de solutions de toutes sortes du moment qu'il y a du digital. Et puis une entreprise de formation, enfin un cabinet de formation qui, et on est très fiers, a été labellisé Calliope cette semaine, tout fraîchement. Donc on a également des formations qui sont finançables par l'État et sachez que tout ce qu'on vous dit aujourd'hui peut aussi faire l'objet de formations. Donc on aime beaucoup transmettre ce qu'on sait. Voilà. Maxime, tu veux peut-être te présenter ? Ouais, rapidement, du coup, je m'appelle Maxime, je suis UX designer. Donc, juste pour contextualiser rapidement, moi, je viens à la base du domaine de la psychologie, puis l'ergonomie, et puis à l'heure actuelle, je pratique cette fabuleuse discipline qui est l'UX design. Voilà. Et toi, Gaëlle, est-ce que Et moi, nous est-ce fais que tu veux que je me l'honneur? présente ? Oui. Alors, moi, je suis UX stratégiste. Donc, en fait, je m'occupe dans les projets de tout ce qui est la stratégie de nos clients. Et puis, j'aime bien aussi animer et je manage en fait l'équipe de Adelium Conseil. Voilà. Écoutez, sans transition, on va vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va vous présenter une entreprise rapidement qui s'appelle l'entreprise BOA. Donc pour réaliser ce webinaire, on a fait une sélection. En fait, on a fait un appel à cobayes. En fait, on a envoyé un emailing pour savoir qui était intéressé pour avoir un audit UX live. On a présélectionné des entreprises et puis c'est BOA qui a été retenu. On va faire monter Ophélie tout à l'heure pour vous présenter BOA. Et l'idée, ce qu'on a fait derrière, c'est qu'on a déroulé un protocole d'étude de ce site qu'on vous expliquera. Et puis ensuite, on a analysé en fait le parcours utilisateur, un des parcours utilisateurs principaux. Du coup, Maxime vous fera l'analyse live de ce parcours utilisateur qui sera agrémenté, vous verrez, de vidéos de tests utilisateurs qu'on a réalisés. Et ensuite, on vous présentera de manière un peu plus large qu'est-ce qu'on aurait mis en place si BOA avait été notre client. Je précise que BOA n'est pas notre client. Donc, on l'a fait vraiment, on ne connaissait pas l'entreprise avant de commencer ce travail. Et puis, à la fin, on aura un échange de questions. Ça va durer une petite heure. Et voilà, on espère que vous allez aimer. C'est notre première fois avec ce format-là. C'est vraiment un format qui est innovant pour nous. Donc, n'hésitez pas à nous dire aussi si ça vous plaît. Et l'objectif, ce serait qu'on arrive à en faire de manière régulière. Donc, on est vraiment très friand de vos retours sur ce que vous allez voir aujourd'hui. Voilà, donc je vais appeler Ophélie. Ophélie, tac. Voilà. Et Ophélie va nous présenter cette magnifique entreprise qui est BOA. Bonjour Ophélie, comment ça va ? Très bien, et vous ? Très bien, merci. Écoutez, on vous écoute sur la présentation de l'entreprise. Du coup, moi, c'est Ophélie. Ça fait 6 ans maintenant que je travaille chez BOA. Je m'occupe principalement de toute la partie digitale et donc du site Internet. Et pour reprendre, BOA, on est un constructeur de maisons ossature bois. On va bientôt fêter nos 11 ans. On a plus de 1500 projets sur toute la France. On a 13 agences en France. On couvre 36 départements. On fait partie d'un groupe qui a plus de 170 ans, le groupe Burger, qui est spécialisé dans tout ce qui est aménagement pour l'intérieur et l'extérieur au niveau de la maison.
Et on est basé en Alsace. Le siège est basé en Alsace où on a nos ateliers de production. Donc, c'est ici qu'on va fabriquer nos maisons et ensuite aller les poser dans toute la France. D'accord, Et super. donc, du coup, concernant notre site internet, Voilà. on a fait une refonte en 2021, donc depuis octobre 2021. Ok, super. Et donc, effectivement, vous avez lancé la refonte en octobre. Et du coup, est-ce que je peux vous demander qu'est-ce qui vous a amené à répondre présent, en fait, quand on a fait cet appel à cobaye? On avait envie de se remettre en question parce qu'on a travaillé pendant des mois et des mois sur le site internet. On était dedans. C'est sûr que nous, du coup, on le voyait comme on l'imaginait, mais on avait envie d'avoir un regard extérieur pour savoir si on était dans le juste, ce qui allait pas. Et de toute façon, le digital, il faut tout le temps se réinventer, tout le temps. Donc, c'était vraiment un bon exercice pour nous. Donc, on a hâte de voir ce que vous en avez pensé. D'accord, super. Et est-ce que vous pourriez juste nous dire un petit mot sur vos cibles? Quel type de clients est-ce que vous avez à l'heure actuelle? Oui, alors on est sur des CSP+, 35-45 ans, qui cherchent à construire une maison en ossature bois. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que vos produits sont des produits premium dans le domaine? Oui. Ok, super, très bien. Eh ben, merci Ophélie. Merci à vous. On va se lancer et puis on vous fera remonter à la fin lors des questions s'il y a besoin pour répondre aux questions sur bois. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci à vous. Hop. Et c'est parti pour le protocole d'étude. Alors, pour vous expliquer comment on a fonctionné. Alors, bien sûr, on est sur un projet qui est un peu plus petit que ce qu'on a l'habitude de faire, puisque c'est dans le cadre d'un webinar avec très peu de temps de préparation. Donc, on a essayé de faire le minimum, mais tout en restant intéressant et en remontant vraiment des leviers activables à la fois pour BOA, mais aussi pour vous présenter aussi des tips très concrets sur votre quotidien. Donc, la première chose qu'on a fait, on a fait un mini atelier partie prenante avec Ophélie, que vous avez vu, et puis Stéphanie, qui est la responsable marketing, pour avoir un petit peu le contexte de BOA, les besoins au niveau de la refonte qui ont été faits, et puis pour comprendre un peu plus dans le détail leurs utilisateurs et leurs cibles. Puis, Maxime a analysé la partie heuristique, donc il va vous expliquer ce que c'est que un ou une heuristique, on dit, Maxime? Bonne question, je ne sais toujours pas. Non, on dit des heuristiques en En fait, tout donc cas, ouais, c'est pour c'est ça qu'on plutôt... dit jamais au singulier, voilà. Et puis du coup, Maxime a procédé à une analyse qu'on appelle analyse experte, c'est-à-dire que c'est une analyse plutôt théorique, sauf que comme vous le savez, en UX, la théorie c'est bien, mais en fait, tant qu'on ne confronte pas la théorie à des utilisateurs réels, ça ne veut rien dire. Donc on a essayé de faire une heuristique, merci Lisa, on a essayé de faire le minimum du minimum, on a fait un test utilisateur, normalement il faut en faire minimum 3, idéalement on en aurait fait 5 pour ce sujet-là, mais bon, on en a fait un, et d'ailleurs on remercie Yann de s'être prêté à ce test, puisqu'il nous a accordé 1 heure de son temps pour bien tester. Donc c'est l'utilisateur qu'on a choisi, c'est vraiment une personne qui est dans la cible 100%, dans la cible de BOA, et qui est d'ailleurs dans un projet de construction de maison. Donc il est vraiment dans l'état d'esprit qu'il fallait pour BOA. Et donc, ce test utilisateur nous a permis en fait de croiser la partie théorique et puis les hypothèses formulées avec la pratique du test utilisateur et de l'expérience live. Ce test a été filmé et donc Maxime vous montrera quelques extraits du test pendant qu'il expliquera les retours théoriques, qui vous montrera un petit peu l'analyse du site. J'ajoute aussi autre chose, c'est que on a l'analyse théorique, on a la pratique qualitative, mais bien sûr, on a aussi besoin d'informations quantitatives. Donc, on a aussi analysé le Google Analytics de BOA, qui sont des données, entre guillemets, traditionnelles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plan de tagage poussé. Et donc, du coup, on a pu en déduire certaines informations, notamment les parcours principaux, les pages d'atterrissage principales, qui nous ont permis de guider un petit peu ce test utilisateur. Et aussi, on a choisi de vous montrer tout en desktop parce que c'est plus beau en desktop puis ça rend mieux en webinar, mais sachez que ce site est beaucoup plus visité en mobile et donc on vous mettra aussi quelques alertes sur l'expérience mobile. Voilà, j'ai tout dit. Tadam, nous voici. Ça, c'est la 4e étape. Donc, nous voici avec les heuristiques. Petit détour théorique.
Alors effectivement, juste pour illustrer ceux pour qui le jargon n'est pas forcément familier, les heuristiques, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un ensemble de principes, de critères, de lois, des choses qu'on observé notamment en ergonomie et aussi en psychologie. En fait, c'est des observations issues d'études de plusieurs auteurs qui s'accordent à délimiter du coup la qualité ergonomique que peut avoir une interface en suivant ces quelques principes. Alors, il y a plusieurs auteurs qui vont les illustrer. Alors, on a fait un détour par la psychologie avec les lois de la Gestalt qui vont peut-être parler à certains d'entre vous. On a aussi les lois Norman, on a les critères ergonomiques de Bastien Scapin qui sont assez connus. On a d'autres auteurs aussi qui vont traiter de ce qu'on va appeler des heuristiques. Alors, arbitrairement, j'ai fait un choix parmi toutes les propositions qui sont remontées issues de ces études-là. Globalement, pour moi, il existe 7 heuristiques principales qu'on va détailler ici rapidement ensemble. Ce qui va compter, ce qui va déterminer la qualité au moins ergonomique d'une interface, c'est sa capacité à montrer, sa capacité à guider, à inciter, à montrer à l'utilisateur ce que lui-même veut voir, ce qui suppose au préalable, et du coup savoir ce que l'utilisateur veut. C'est également de prévenir, c'est d'anticiper, c'est de protéger, c'est-à-dire que l'utilisateur, parfois, ne va pas forcément faire ce qu'on a envie, nous, en tant que concepteur, on veut qu'il fasse. Il va parfois emprunter des détours, etc. Ce seront, entre guillemets, des erreurs pour nous de parcours. Donc, le but, c'est de le ramener vers les bonnes étapes de parcours, donc de soit l'anticiper, prévenir ces erreurs-là, soit au moins indiquer à quel moment c'est une erreur et comment est-ce qu'il peut y remédier. C'est également contrôler, c'est permettre, c'est personnaliser. Il faut que l'utilisateur ait le sentiment d'un contrôle explicite sur l'interface. Il faut qu'il puisse se sentir maître et ne pas subir les informations. Également, c'est de grouper, de former, d'illustrer. On retient mieux les informations lorsqu'elles sont rangées, on les analyse mieux, on les retrouve mieux, on s'y retrouve mieux, en tout cas, dès lors qu'on a des groupes d'informations vraiment, par exemple, basés sur leur thématique, par exemple. C'est également de pouvoir limiter, de synthétiser, d'aérer. C'est un peu la bête noire quand on entend le vide, le blanc sur les interfaces en termes de design. C'est pas ce qu'on a envie d'avoir. On trouve ça pas forcément esthétique et pourtant, c'est tellement pratique parce que c'est clairement ce qui permet de mettre en avant une information en ne la noyant pas, en fait, dans un flot d'informations, que ce soit des illustrations, du texte, du visuel, etc. On a également signifié, s'adapter, nommer. Je crois que c'est Norman qui fait appel aux connaissances dans le monde et dans la tête. C'est tout ce qu'on a en fait d'instinct, comme ça, implicitement en nous, et qui nous fait comprendre qu'un panneau sens interdit, c'est là, je ne dois pas y aller. On vous a mis un bel exemple aussi qui, je pense, est assez significatif, sinon provoquant, qui est... Je dois dire que j'adore. Hein. Vraiment, c'est... Et d'ailleurs, là, il y a eu des petites réactions une réaction sur le chat. C'est vrai. Moi, vraiment, j'adore ce... Je trouve que tu ne pouvais pas apprendre mieux que ça. C'est assez parlant. C'est assez parlant. Et là où c'est effectivement bien, c'est que ce signe-là en Occident, lorsque quelqu'un le fait, c'est pas forcément de bon augure. Par contre, si on va en Orient, par exemple, peut-être que ce signe est, je sais pas, une invitation à prendre le petit déjeuner. On ne sait pas forcément. En tout cas, il y a des codes. On rajoute la dimension culturelle des signes. Exactement, c'est ça. Il y a des codes vraiment en fonction de la culture. Et c'est à nous, du coup, de bien les utiliser sur nos interfaces, à savoir à qui est-ce qu'on va s'adresser. Également, le dernier point heuristique, c'est l'homogénéisation, c'est le fait d'harmoniser, de mutualiser. Et pour ça, je vais emprunter une métaphore à Krug, qui est un de nos compères en UX. Krug parle lorsqu'on est dans un magasin, dans la vie de tous les jours, dans la vie réelle, on flâne dans les rayons et on a forcément conscience qu'on est toujours dans la même enseigne. Pourquoi? Parce qu'il y a une structure physique qui nous dit qu'on est toujours dans ce même magasin. Sur un site, ça ne marche pas tout à fait pareil. Il n'y a rien qui va nous délimiter physiquement et qui va nous dire tu es toujours dans le même magasin. Donc il faut qu'on donne l'illusion qu'on soit toujours au même endroit. Il faut qu'on puisse construire, entre guillemets, cette délimitation physique. La meilleure manière pour ce faire, c'est donc d'homogénéiser, c'est d'harmoniser, de faire en sorte qu'on puisse à chaque fois retrouver les mêmes éléments dans la même structure du site pour avoir un retour sur où est-ce que je me situe, où est-ce que je me localise. Ce qui est intéressant, enfin, avec ces heuristiques, c'est qu'il faut un peu les envisager comme les péchés capitaux de l'ergonomie. C'est vraiment ça qu'il faut respecter, c'est ça qui va, en gros, déterminer, toujours à voir, bien sûr, avec l'aval des utilisateurs, mais la qualité, en tout cas, d'un point de vue ergonomique, du système, du dispositif, des interfaces. Je rebondis un peu, Maxime, sur homogénéiser, juste. C'est vrai qu'on a souvent des clients qui nous demandent de pouvoir personnaliser à l'extrême leur site grâce à leur back-office, qui est totalement compréhensible quand on est dans un... Alors moi, je suis issue du marketing, donc c'est vrai qu'on comprend le besoin de flexibilité, etc. Mais c'est vrai que souvent,
c'est un des torts avec les CMS modernes qui permettent de l'ultra-personnalisation. C'est souvent un des torts qu'on retrouve très souvent. Alors, ce n'était pas le cas de Boa, en l'occurrence, mais on le retrouve quand même très, très souvent quand on travaille sur des sites Internet. Donc, attention vraiment à ce critère-là qui est essentiel pour les points de repère pour l'utilisateur. Tout à fait. Super. Ben, on peut peut-être passer au vif du sujet et à l'analyse live. Du coup, on va commencer avec la homepage. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on a sélectionné, comme je vous le disais, on n'a pas pu en une heure vous présenter l'ensemble de ce qu'on a à dire sur l'ensemble du site. Du coup, on s'est vraiment canalisé sur un croisement entre ce qu'on a vu dans les données et ce que notre utilisateur test a fait. Et on a choisi en fait un certain nombre de pages qui sont pour ce site-là les pages clés en fait de l'expérience, enfin en tout cas du parcours utilisateur de transformation. Du coup, la première page qui est en fait pour ce site-là, la page d'atterrissage et pour la plupart des sites, la page d'atterrissage principale. Alors, tout dépend bien sûr la stratégie d'acquisition qu'on fait, mais très souvent, on est quand même sur un gros flux entrant sur la homepage. Alors, au niveau des objectifs de cette homepage, alors des homepages d'une manière générale et de celle-là en particulier, une homepage, en fait, elle doit répondre à 3 questions principales. Why, how et what. C'est écrit en anglais, c'est pas qu'on aime les termes anglais, c'est qu'en fait, ça vient d'une théorie qui a été développée en anglais et quand on l'utilise en atelier et qu'on la présente aux clients, les termes sont en anglais. Donc, why, ça veut dire qu'en fait, sur une homepage et sur l'organisation du contenu d'une homepage, on va toujours commencer par pourquoi et par faire comprendre au client quel est son bénéfice avant même d'expliquer ce qu'on fait. Pourquoi ? Parce que ça permet aux clients d'être, enfin aux visiteurs, pardon, aux clients, d'être vraiment attachés, d'avoir envie d'aller visiter le site et de rester sur le site et de comprendre en un coup d'œil qu'est-ce qu'il fait là et qu'est-ce que vous allez lui apporter. Ensuite, le how, c'est plus comment. C'est une preuve, en fait. Donc, il y a un bénéfice et puis on va expliquer comment est-ce qu'on arrive à ce bénéfice. Et c'est seulement en 3e position qu'on va faire le what. Donc, le what, c'est vraiment quoi ? C'est le cœur du sujet, bien sûr. C'est le cœur du sujet de ce que vous faites, de ce que vous produisez, de votre produit ou de votre service. Mais en réalité, pour accrocher le client sur une homepage, on va vraiment beaucoup plus s'intéresser à asseoir un positionnement, faire comprendre le bénéfice client, expliquer l'activité, mais l'expliquer dans les grandes lignes et surtout, en fait, montrer à votre utilisateur qu'il peut naviguer et qu'il peut aller en entonnoir dans la recherche d'informations sur votre site. À ne pas oublier, et on le répétera quand même souvent, la homepage, ça sert aussi au SEO. Il y a un équilibre qui est tout à fait possible entre le référencement naturel et l'expérience utilisateur. Et pour en savoir un peu plus, on vous invite, le dernier webinaire qu'on a fait était avec un expert SEO et on vous invite à le voir si ça vous intéresse. Mais en tout cas, la homepage, d'un point de vue stratégique, elle sert aussi à faire du SEO. Voilà. On passe sur la homepage Boa. Ouais, avant de vraiment rentrer en précision sur le Boa directement, je vous invite à visualiser avec nous un extrait du test utilisateur dont on vous a parlé. Donc cet extrait, qu'est-ce que c'est ? C'est au moment où je pose la question à Yann, notre utilisateur, qu'est-ce que vous recherchez lorsque vous venez donc sur un site dans votre dynamique qui est la construction de maison. Et personnellement, je travaille beaucoup et du coup, mon temps est assez compté. Donc, ce que je recherche, c'est surtout de comprendre comment ça fonctionne, de combien ça risque de me coûter et si la qualité qu'on attend y est à peu près. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a 2 informations qui sont assez intéressantes. D'abord, on va juste analyser rapidement qu'est-ce qui est contenu dans cet extrait, et puis on va se projeter sur le site. Tout d'abord, on a un temps qui est compté. Alors, je vous rassure, la santé de ce jeune homme se porte à merveille. Son temps est compté simplement parce qu'il travaille beaucoup, et ça illustre assez bien, de toute manière, la dynamique générale des utilisateurs qui est, entre guillemets, on n'a pas forcément le temps. Quand on a un besoin, on veut que ce soit assouvi assez rapidement. Donc, être rassuré, c'est intéressant. Gaël a parlé tout à l'heure des bons points qu'on peut réserver à une homepage, c'est un peu les besoins implicites. Typiquement, savoir à quoi est-ce que ça me renvoie lorsque je suis sur une homepage. Est-ce que c'est cohérent avec ce que je recherche ? Est-ce que je suis rassuré de me savoir ici ? Est-ce que je vais m'éterniser entre guillemets ici ? Ou est-ce que je pars directement ? Également, notre utilisateur va nous confier quelques besoins explicites. Ce qu'il veut, donc, c'est de savoir comment est-ce que ça fonctionne,
concrètement, bois, qu'est-ce que c'est, les composés qui s'y prennent. C'est également d'avoir peut-être une connaissance environnant le prix des prestations bois, et également des retours sur la qualité. Donc, qualité, ça peut être assez large, mais ça consisterait peut-être à voir qu'est-ce que c'est qu'une maison, à quoi est-ce que ça ressemble, et comment est-ce que moi je peux me projeter, est-ce que cette maison va tenir dans le temps, ou est-ce que c'est une maison des 3 petits cochons. Donc voilà un petit peu le petit brief. Et rapidement, si on se reporte sur bois, avant d'entrer en précision, j'aimerais juste soulever quelques points intéressants sur la ligne, au-dessus de la ligne de flottaison. On a sur le menu des choses qui sont assez intéressantes et qui vont rassurer dans un premier temps notre utilisateur. En fait, on a assez peu d'entrées sur le menu. Ça reste accessible en tout cas, donc on peut facilement toutes les traiter. Parmi toutes ces entrées, il y en a 2 qui sont mises en avant. Pourquoi est-ce qu'elles sont mises en avant? Parce qu'elles ont un certain trait stratégique. Trouver une agence et nous contacter, qu'on peut voir ici. Quelque part, ça renvoie 2 notions. La notion première, c'est qu'à tout moment, on rassure l'utilisateur en lui disant, avec Bois, vous pouvez venir le contacter, on est à votre écoute, en quelque sorte. Deuxième bon point, c'est que tout du long du parcours, ces 2 boutons vont nous suivre, vont nous accompagner, ils sont assez mis en avant, ils sont donc facilement accessible, je peux facilement cliquer à tout moment sur ces boutons-là. C'est plutôt une bonne chose. Maintenant, petit bémol, c'est sur l'accessibilité. Ici, de ces 2 boutons, on peut voir que c'est une écriture blanche sur un fond qui est relativement clair. On a des couleurs un peu pastel, on a un vert clair, on a un jaune qui est aussi clair. C'est pas forcément accessible. Autre point aussi d'amélioration éventuelle sur la disposition des entrées du menu. En Occident, on lit en général donc de gauche à droite. Donc, typiquement, les premières entrées qu'on va voir sur un menu sont celles qui sont situées tout à gauche. C'est vraiment les premières qu'on va analyser. Ici, la première, c'est qui sommes-nous? Est-ce que c'est cohérent, avec ce qui a été évoqué par notre utilisateur, c'est-à-dire savoir comment est-ce que ça fonctionne, avoir un petit peu des retours sur la qualité, à quoi ressemblent ces maisons. Également, dans les analytics que nous avons pu analyser, les 2 pages les plus sollicitées sont nos réalisations et nos modèles d'inspiration. Donc peut-être qu'on gagnerait à satisfaire notre utilisateur en déplaçant ces entrées, en les mettant plus à gauche. Bref, les casser par ordre d'importance. Deuxième très bon point sur lequel je m'accorde ici à expliciter, c'est sur la proposition de valeur. En fait, on a une proposition de valeur qui est très claire, qui est très limpide et qui est très concise. Très rapidement, si je recherche un constructeur de maison, j'ai l'information explicitement qui est devant moi qui me dit constructeur de maison. Cette information, elle est d'autant plus mise en avant qu'elle est entourée, entre guillemets, de rien, de vide, ce qui permet justement de la faire ressortir et de garantir que l'utilisateur va la lire, va la consulter. Également, un point assez intéressant, c'est l'association entre cette proposition de valeur avec l'image qui est à côté, ce qui va aider à la projection, ce qui va aider à l'assimilation du concept de Bois. Donc, plutôt des bons points. Ici, on est vraiment dans une dynamique de guidage. On aide, on guide, on montre à l'utilisateur ce qu'il va pouvoir retrouver ici. Moi, j'ai clairement envie d'habiter dans cette maison. J'avoue que je suis assez d'accord. Mais de toute façon, quand j'ai scripté Bois, j'ai eu envie d'habiter toutes les maisons que tu proposais. Oui, donc, non, on va voir que c'est de toute façon très joli. Petit point problématique. Problématique, tout est bien sûr relatif, mais ça concerne le texte. On peut voir ici en dessous qu'on a quelques informations assez intéressantes, notamment où est-ce que les ateliers de fabrication sont de bois, qui sont en Alsace. On va comprendre quels sont leurs objectifs. Bref, il y a pas mal d'informations qui sont assez intéressantes ici et qui sont un peu noyées dans un flux d'informations un peu vaste, un peu large. Sachant que l'utilisateur ne lit pas à la même manière un site internet qui va lire un livre, par exemple. Donc, il va vraiment lire par biais, il va vraiment regarder, il va vraiment capter son regard par-ci, par-là, pas forcément lire. À ça, du coup, je vais vous proposer de regarder un deuxième extrait vidéo pour illustrer ce fait. Ouais, c'est ça, vraiment très, très synthétiquement, je l'ai lu en diagonale, je me suis arrêté sur les quelques mots-clés que j'ai vus. J'ai pas tout vu, j'ai pas tout lu d'ailleurs, pour le coup. Mais c'est vrai que les mots-clés, d'ailleurs, si je les avais vus en surlignant, ça aurait été intéressant. Donc là, c'est exactement ce qu'on disait à l'instant. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'informations qui sont diluées, ça et là, dans pas mal de paragraphes. C'est le cas également pour au-dessus, mais aussi dans les commentaires des clients. Il y a pas mal d'informations intéressantes. Par exemple, il va parler de « on a une chaleur et une douceur de vivre en été comme en hiver », ce qui est super intéressant pour notre utilisateur qui est particulièrement sensible à l'éco-responsabilité et notamment aux économies d'énergie. Donc finalement, d'avoir une isolation
bonne, qui est en plus arguée par les clients, ça rassurerait l'utilisateur. Ce qui serait intéressant alors ici, c'est de limiter, on revient sur notre heuristique, de limiter, de vraiment mettre en avant une information en la limitant, un peu comme la proposition de valeur, ou alors en la mettant en surveillance en avant, comme l'utilisateur l'a lui-même proposé, de les mettre donc en surveillance, rajouter du gras, par exemple. Donc voilà, ce petit point sur comment est-ce qu'on peut hiérarchiser finalement nos informations. Et il y a un autre point sur la homepage où je voudrais attirer votre attention. C'est sur, hop, c'est sur la, voilà, on s'y retrouvait. C'est sur l'espace finalement photo. Alors juste avant d'entrer du coup dans l'analyse de cet espace, on va juste voir pareillement un extrait de notre utilisateur. Est-ce que ça te paraissait, ouais, ça me paraissait normal de vous cliquer dessus. C'est normal. Ouais, clairement. Oui. Maintenant, tout est cliquable. Enfin, je sais pas, une belle photo, tu te dis, ah, attends, je vais aller voir ça donne envie, oui. Ici, on a des choses assez intéressantes. Je retrouve plus mon écran et le voici. Alors sur cette, c'est pas moi. Je vois qu'on me martyrise. Sur cette proportion d'écran, il y a des choses qui se manifestent un peu comme on a l'habitude de le voir un peu partout. Alors j'aimerais juste pour ça illustrer en 2 points. Premièrement, on a ce que notre utilisateur va dire. Il y a des belles photos chez Boa. C'est vrai qu'ils ont des belles maisons quand même chez Boa. Ce qui nous donne envie d'aller plus en profondeur, de voir plus en détail. C'est qu'il y a de plus près en fait de ces maisons, d'autres photos, d'autres angles de vue. Bref, on a envie de cliquer. Également, il y a un caractère propre à ces encarts qu'on pourrait assimiler à des cards. Les cards, c'est ce qu'on a l'habitude de voir un peu partout sur des sites. Donc, c'est en général une image, un texte, avec pourquoi pas un bandeau. C'est le cas notamment ici. Et c'est un peu un usage conventionnel qui nous dit c'est un endroit où on peut cliquer et dès lors que je clique dessus, ça m'envoie sur un détail correspondant finalement à l'information sur laquelle j'ai cliqué. Ici, on a la sensation qu'on peut cliquer. Non seulement on a envie parce qu'il y a des belles images, mais en plus on a un signal qui nous dit qu'on peut cliquer. C'est d'autant plus parlant lorsqu'on va sur la vision mobile. Je ne sais pas si on voit bien ici à l'écran. Sur mobile, on trouve que ça rejoint un peu la dynamique des réseaux sociaux avec ces espèces d'encarts où on peut vraiment cliquer dessus pour faire afficher plus d'informations. Je trouve que c'est assez parlant sur mobile. Bref, notre utilisateur va ici avoir une envie, un besoin qui va être émis, donc il va chercher à solutionner, à assouvir cette pulsion, ce besoin. Comment est-ce qu'il va faire ? Il va utiliser un procédé a priori, moi personnellement, je ne pensais pas qu'il allait faire ça. Je vois plusieurs de leurs réalisations, donc j'imagine que c'est la même chose que ce qu'il y a ici. J'imagine que ça va au même endroit, ou pas d'ailleurs, accessoirement. Non, du coup, ça ne va pas au même endroit. Alors, encore plein de choses intéressantes ici. Il veut donc cliquer sur la photo qui m'intéresse. Il n'y parvient pas parce que donc, la carte n'est pas cliquable, malgré le signal qu'elle envoie comme quoi elle est cliquable. Donc il va chercher un moyen d'y accéder. C'est son besoin, il faut qu'il l'assouvisse. En fait, notre utilisateur ne voit pas ici un bouton qui permet d'accéder à nos réalisations. Il est assez discret, c'est vrai, mais en tout cas, lui ne le voit pas. Il y a un point aussi positif au menu qu'on a déjà évoqué, c'est que le nombre d'entrées du menu est relativement accessible. Ce qui fait que notre utilisateur a mémorisé, a gardé en mémoire toutes les entrées du menu. Il a mémorisé notamment nos réalisations. Par déduction, il s'est dit, ici, c'est probablement des réalisations, alors je vais me rendre sur nos réalisations. En fait, ça ne m'amène pas à l'endroit qu'il espérait. Et là, on rentre dans la problématique de l'homogénéité. En fait, la manière dont les informations sont présentées sur l'écran préalable, donc de la homepage, les informations ne se présenteront plus de la même manière après. Ça ne se manifeste pas donc, de la même manière. Premièrement, on a des filtres. Donc ça change un peu, alors que je m'attendais peut-être à avoir que des cartes de maison. Et en plus, on a des cartes qui sont assez différentes. On n'a pas typiquement la maison qui l'intéressait, qui était celle de Cathy Léger. Donc, problématique, l'utilisateur est un peu perdu. Pourquoi est-ce qu'il est perdu ? Il y a 2 possibilités. Premièrement, son premier comportement, je clique sur la carte pour m'amener sur l'espace correspondant, ne fonctionne pas. Je cherche quelque chose et je suis obligé de déduire parce que je n'ai pas trouvé le bon bouton. Donc, c'est moi qui vais faire une hypothèse et c'est dans cette hypothèse que je vais aller sur nos réalisations, donc qui est vraiment purement dans la déduction. Je ne sais pas si c'est vraiment Boa qui est conçu comme ça. Est-ce qu'il ne le conforte pas, vu qu'il est déjà dans cette conjecture qui est si je vais sur une réalisation, peut-être que je vais trouver, ça casse complètement puisqu'on est sur une autre proposition, une autre atomisation de l'information qui est différente à celle
de la homepage. Il y a d'autres points aussi qui sont assez similaires à ce qu'on vient d'évoquer. C'est également le cas ici pour vos projets de construction à 4 étapes. Bois met en avant les différentes étapes qui sont nécessaires pour la construction de la maison. Le comportement ici des images est à peu près similaire à celui qu'on a vu. Donc il y a des images avec un texte par-dessus. On peut imaginer que si moi je suis intéressé que par prenez rendez-vous, je peux cliquer directement dessus, ce qui m'amène du coup à la bonne information qui traitera que de prendre rendez-vous. Or ici, ça ne fonctionne pas. Et ce qui est un peu problématique, on va le voir un tout petit peu plus tard aussi dans le parcours, on ne va pas forcément l'analyser ici, mais sur un autre écran, il y a également cette problématique et on va la visionner ensemble. Avoir une carte de France cliquable, c'est un peu dommage. Qu'est-ce que tu aurais aimé ici? J'aurais pouvoir aimer sur le département qui m'intéressait. Enfin, même si nous on est ici, je me serais dit tiens, je vais quand même aller voir où est-ce que c'est très loin, où est-ce qu'elles sont, l'agence où est-ce qu'elle est, l'agence la plus proche où est-ce qu'elle est. En fait, le problème ici, c'est qu'on a un problème du coup de concordance entre ce que l'utilisateur veut et ce que l'interface va lui délivrer. Là, lorsqu'il est sur la map de la France, il veut cliquer sur les zones qui sont mises en surveillance qui indiquent en gros où se situent les agences de Bois. Or, ce clic n'est pas possible, ne fonctionne pas. Il y a un petit bouton à gauche, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais l'utilisateur va ou ne pas le voir. En tout cas, ce que ces situations permettent d'illustrer, c'est ce qu'on appelle la loi de Fitt. Qu'est-ce que ça veut dire que ce charabia? La loi de Fitt, c'est en gros, c'est une équation selon laquelle plus l'utilisateur atteint rapidement son objectif étant un bouton qui va atteindre avec son curseur, plus l'expérience sera vécue comme étant bonne. En fait, l'endroit même où l'utilisateur veut cliquer, ça doit être là où il doit véritablement cliquer. Et plus c'est proche de sa zone imaginée, mieux, évidemment. En bref, l'utilisateur veut cliquer là où ça lui semble logique. Il ne doit pas avoir à chercher ailleurs. Voilà, pour les quelques points sur la homepage. Alors oui, rapidement, on avait fait une petite proposition. Comment est-ce qu'on peut éventuellement aménager ça pour que ce soit parlant? On a avant, donc actuellement, on peut le voir, et on a après. Ce qu'on pourrait faire, on pourrait imaginer que dès lors qu'on passe notre souris sur par exemple, le laissez-vous inspirer, qui est la première étape, cette carte pourrait s'illuminer. On aurait un pourtour qui changerait. On aurait l'image en fond qui s'agrandit, qui indique en fait qu'on peut effectivement cliquer, ce qui me rassure, et qui en fait, moi je vais cliquer là, l'interface me dit que je peux le faire, c'est tout bon, je peux y aller. Petit récap. Alors, je précise que en fait, ces slides, étant donné qu'on a fait... alors, merci Maxime, bois un petit coup. Vu qu'il y a quand même beaucoup, c'est très dense et en plus, on a dû faire une sélection des informations qu'on allait vous donner. Donc, en fait, on vous a fait à chaque fois un petit récap sur les tips à retenir qui sont présentés ici. Donc là, en l'occurrence, la homepage doit afficher une proposition de valeur claire et compréhensible. Attention, les encarts qui semblent cliquables, ils doivent être cliquables parce qu'on est dans la frustration de l'utilisateur sinon. Attention à bien mettre les actions là où l'utilisateur va spontanément cliquer. Attention aussi aux call to action qui sont non visibles ou peu visibles. Quand vous avez vraiment envie qu'un utilisateur clique, il faut lui signifier que c'est l'endroit où il doit cliquer. Pardon, j'ai un petit souci avec ma souris, voilà. Le menu doit être organisé en fonction des besoins et des intérêts des utilisateurs. Là, on l'a vu parce que la première entrée de menu, c'est qui sommes-nous? Et effectivement, dans les analytics comme dans les tests utilisateurs, l'entrée qui sommes-nous n'est pas l'entrée la plus intéressante pour quelqu'un qui est en exploration. La lisibilité des call to action stratégiques, Maxime l'a relevé en début de homepage, mais c'est essentiel. N'oubliez pas que les call to action stratégiques, c'est vraiment ce qui va faire... Enfin, ça dépend de vos objectifs, mais là, en l'occurrence, l'objectif du site, on ne l'a pas dit, mais c'est quand même d'apporter du lead. Donc, forcément, il faut soigner les call to action. Veillez à bien nommer les éléments de navigation de manière explicite pour l'utilisateur, ça on va en reparler juste après. Et attention aussi, une chose qu'on n'a pas dite, au choix des typographies, parce qu'effectivement, on peut avoir des choix de typographie artistiques, entre guillemets, mais qui ne sont pas forcément lisibles et aussi accessibles. Du coup, juste pour revenir sur le sujet, effectivement, tac. Tu voulais le montrer peut-être, voilà. Ouais, donc, cette typo, elle est vraiment belle. Hein. Ça, il n'y a pas à dire, mais par contre, il faut penser mobilité, il faut penser accessibilité. Et c'est vrai qu'elle n'est pas forcément adaptée. Alors, heureusement, ce n'est pas les informations essentielles qui sont écrites là et c'est un choix qui est judicieux, qui a été fait. Mais voilà, attention quand même à ça.
Voilà. On va passer maintenant à la page Ouais. réalisation. Petit point stratégique du coup sur cette page réalisation. Donc là, on est quand même sur une entreprise qui fait qui est un constructeur de maisons. La différence avec des sites catalogues qu'on peut avoir habituellement ou des sites vitrines, c'est qu'en fait, c'est très difficile pour eux, surtout que c'est de la maison sur mesure, de proposer des produits. On n'a pas de page produit à proprement parler. Et du coup, ils ont décidé de faire le choix stratégique de reporter en fait ce que serait une page produit sur 2 types de catégories de pages. La première, c'est la page réalisation qui va montrer des constructions de maisons effectives et vous allez voir, en plus, il y a un gros travail qui est fait au niveau de la photo. Enfin, moi, je salue le travail photographique qui a été fait dans ces réalisations parce que, pareil, moi, j'ai envie d'habiter dans toutes ces maisons-là. Et puis, il y a une deuxième catégorie de page, en fait, qui est la page inspiration. Vous le verrez tout à l'heure, qui est plus, en fait, des modèles de maisons à personnaliser. Donc, on en reparlera après. Là, on est sur cette page réalisation. L'objectif, c'est vraiment de montrer le savoir-faire au travers des réalisations. C'est d'aider l'utilisateur à se projeter dans le détail de son projet, à visualiser la finalité en s'imaginant, comme moi, habiter ces maisons. On va travailler d'un point de vue marketing. On va parler de l'inspirationnel, de l'émotionnel. Je dis marketing parce que je sais qu'en UX, on n'aime pas trop ces termes-là. L'immersion. Et on est vraiment dans un détail, une étape stratégique de l'expérience client, puisqu'on est en expérience client dans la projection, qui est un élément extrêmement important quand on fait de l'expérience client. Voilà. Maxime, je te laisse le mic. Ouais, bah du coup, avant de me redonner le mic, je vais faire un petit détour par notre utilisateur. On va juste regarder pareillement un extrait, puis on va en discuter ensuite ensemble. Qu'est-ce que tu penses là ici de l'utilisation de ces filtres? Le fait que ça se charge à chaque fois que tu cliques sur un filtre? Ouais, moi je trouve ça très chiant. Je trouve ça galère parce que j'ai pas le temps de choisir en fait. Du coup, ça se remet à jour et en fait, et d'ailleurs, je trouve que l'espace pour faire ton filtre est pas assez grand parce que déjà cliquer sur le petit truc ici, c'est quand même compliqué. Là, je peux pas choisir 4 et 5 pièces et plus, donc je peux pas en faire 2, ce qui est bizarre parce que quand même, je veux dire, j'ai peut-être envie d'une 4 pièces, mais j'ai peut-être envie d'une 5 pièces. En fait, peu importe, c'est pas, je veux dire, il n'y a pas de. Alors, plusieurs choses ici. D'abord, on va commencer donc par l'utilisation des filtres. Il y a plusieurs problématiques liées aux filtres, premièrement avec ce que va atteindre notre utilisateur. D'une part, ici, on a donc une échelle analogique qui nous permet de sélectionner la surface de la maison souhaitée. C'est un peu difficile, c'est qu'il faut vraiment placer son curseur au bon endroit. C'est pas forcément évident, c'est assez minutieux comme gestuelle. Sur le nombre de pièces, c'est pas forcément adapté avec le cas d'usage, puisqu'on a donc un utilisateur qui veut avoir un minimum et un maximum de pièces, de pièces, exactement. Donc, ce qui n'est pas forcément possible sur ce filtre-là. Et surtout, la vraie problématique, c'est qu'à chaque fois qu'on renseigne, comme on l'a vu sur l'extrait vidéo, un filtre, tout se met à jour à chaque fois. Donc en fait, je n'ai pas le temps de renseigner l'intégralité des filtres qui m'intéressent, qu'à chaque fois, on me propose des solutions. C'est un peu comme quand je vais dans un magasin et que je demande de l'aide à un vendeur. Ce dernier essaye d'anticiper à chaque fois la réponse à ma question. Et en fait, on perd plus de temps au fait qu'il essaye de me donner la réponse que j'attends au fait qu'il me laisse finir ce qui m'intéresse réellement. On a un peu ce sentiment-là ici. Et c'est d'autant plus parlant qu'on le voit à chaque fois qu'on clique quelque part, l'écran bouge, on est amené, et ça peut être intéressant à la base, c'est qu'on est amené sur les résultats, sauf qu'on n'a pas forcément fini de renseigner nos filtres. Et c'est d'autant plus parlant que quand on est sur mobile, c'est particulièrement gênant. Je ne sais pas si on va le voir, on va le voir sur mon écran. Sur cette taille d'écran, ça va encore, parce qu'on a toujours accès aux filtres. Mais on va voir une vidéo où en fait on n'a plus accès aux filtres, ils sont cachés du coup par l'écran, comme on va le voir maintenant. Donc effectivement, j'ouvre mes filtres, je suis donc sur la page réalisation, je renseigne le filtre qui m'intéresse. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on m'enlève de là où je suis, on m'enlève de ma zone de confort avec mon pouce sur le filtre que je souhaite renseigner. On me le met tout en haut, ce qui n'est pas forcément pratique donc avec un smartphone. Et à chaque fois, on me gêne, on m'embête, entre guillemets. C'est un peu le sentiment qu'on peut avoir. J'ai l'impression en tout cas que l'interface soit cherche à m'embêter, soit elle me dit « tu n'as plus aucun contrôle ici ». Bref, on est sur la problématique heuristique qu'on a évoquée tout à l'heure, qui est le contrôle explicite. Il faut qu'on se sente maître de l'interface et pas que l'interface, elle, nous manipule. Ce qu'on a éventuellement comme solution, parce qu'on invente rarement quelque chose, en tout cas on ne réinvente pas la roue, ça ne sert à rien, c'est
très bien comme elle est. Ce qu'on peut faire, c'est d'aller voir un petit peu des solutions telles qu'elles existent ailleurs et pourquoi pas s'en inspirer. On a trouvé par exemple, voilà, cet exemple-là, où dès lors qu'on est sur les filtres, on peut dans un premier temps renseigner la surface. Pour ce faire, ce n'est pas une échelle analogique où je vais devoir pointer mon curseur à un endroit très précis et faire une gestuelle très minutieuse. Je rentre directement, moi, ce qui va m'intéresser en termes de valeur. Également, sur le nombre de pièces, je choisis mon minimum et mon maximum. Bref, c'est ce qui est parfaitement adapté à l'usage comme mentionné par notre utilisateur. Également, point assez positif de cet exemple-là, c'est que d'abord, je filtre et après, j'ai mes résultats. C'est d'abord, effectivement, je raconte ce dont j'ai besoin et ensuite, on me propose du coup les solutions en accord avec chacun de ses besoins. Alors, juste pour préciser d'un point de vue méthodologique, donc ça, c'est quelque chose qu'on préconise énormément. Quand on se pose une question sur comment on va présenter des filtres, sachant que les filtres, en fait, c'est quand même extrêmement stratégique dans un parcours utilisateur, le mieux, c'est de partir de choses que l'utilisateur a l'habitude de vivre. Ici, en l'occurrence, l'exemple qu'a montré Maxime sur mobile, c'est Le Bon Coin. Les utilisateurs, et ça nous a été confirmé du coup par l'équipe BOA, forcément, hein, leurs utilisateurs, leurs clients, c'est des clients qui vont aussi sur Le Bon Coin parce qu'ils cherchent des terrains, parce qu'ils cherchent des maisons neuves ou même des maisons en rénovation. C'est pas non plus incompatible de se renseigner sur de la construction de maisons quand on cherche en fait à acheter son logement. Et donc du coup, l'utilisation, on va dire, des filtres Le Bon Coin, c'est devenu une habitude pour ces utilisateurs. Et donc forcément, nous, quand on va apporter à l'utilisateur un changement et qui va typiquement, on le voit très bien avec l'exemple de Yann, il veut sélectionner plusieurs types de pièces parce qu'il a l'habitude de faire ça avec Le Bon Coin. Là, il ne peut pas. Du coup, on a une frustration. Donc, on recommande vraiment dans la méthodologie de conception de sites comme ça, de vraiment partir aussi d'un bench d'utilisation des utilisateurs cibles, en fait. D'usage, pardon, je voulais dire, d'usage. Voilà. Exactement, et c'est ce qui est illustré pour les connaisseurs, c'est qu'ils vont reconnaître, c'est la loi de Jacob. Finalement, tout ce qu'on peut retrouver quelque part, c'est intéressant de le réappliquer autre part, parce que tous les mécanismes d'apprentissage que va mettre en place un utilisateur sur un premier site, il n'aura pas à le faire la deuxième fois lorsqu'il va se rendre sur un autre site. Il n'aura pas à réapprendre, puisqu'on va utiliser des choses qui sont assez conventionnelles, assez standards. Puisqu'on en parle de ces choses conventionnelles et assez standards, on va revenir sur cette page du coup de nos réalisations. Et on a évoqué tout à l'heure la problématique d'homogénéité entre avant, lorsque je suis sur la home page, que je vais cliquer sur la photo qui m'intéresse et que je suis déporté du coup où j'aimerais être déporté sur nos réalisations. Sauf que ce qui faisait problème, c'est qu'on ne retrouvait pas d'emblée la maison de Cathy et Gilles, ce qui était un peu désorientant pour notre utilisateur, mais il y a aussi un autre fait. Et un autre fait assez simple, c'est qu'en fait, on a pratiquement le même comportement sur la carte. Donc, on a toujours l'image, on a le nom de ceux qui habitent ces maisons. Par contre, on n'a plus le bandeau noir qu'il y a autour. Tout à l'heure, il y avait donc le bandeau noir qui était sous le nom. Et si on l'a plus, c'est bête, c'est un petit détail, mais pour autant, ça peut renvoyer l'idée que le comportement, vu qu'il ne se manifeste pas de la même manière sur la carte, alors peut-être qu'à ce moment-là, ça ne va pas renvoyer à l'information que j'attends. En tout cas, peut-être que ce n'est pas la même chose, en fait, tout simplement. Vu que ça ne se fait pas, vu que ça ne se manifeste pas de manière similaire, alors peut-être que ce sont des choses, du coup, différentes. Également, il y a un autre point. Sur cette page-là, il y a plusieurs types de maisons. Il y a des maisons vraiment pour des projets familiaux, pour y vivre du coup de manière personnelle, mais il y a aussi des locaux professionnels. Et ce qui est un peu dommage ici, c'est que avant même de me rendre compte que c'en est une, il faut que je clique dessus. En fait, on est dans la dynamique d'essai-erreur. Je dois d'abord cliquer dessus pour me rendre compte que ça, c'est projet professionnel, ça ne m'intéresse pas, moi je suis que intéressé par ma propre maison. En fait, ici, on est sur deux problématiques. On est sur la prévention de l'erreur. On pourrait gagner du temps pour l'utilisateur en manifestant directement s'il s'agit d'un projet pro ou personnel. Comme ça, il ne cliquera que sur ceux qui vont l'intéresser sans avoir à faire cette dynamique d'essai-erreur. Et également, c'est la problématique de grouper. Pourquoi pas mettre d'un côté et de l'autre pour vraiment favoriser le champ attentionnel et faire que l'utilisateur ne se concentre que sur celui qui va l'intéresser. Voilà. Pour cette partie-là, il y avait un autre point aussi que je voulais évoquer avec vous, qui est la carte des réalisations. Qu'est-ce que c'est que cette carte des réalisations? Pour une petite phase de contextualisation, ça permet de voir où est-ce que BOA, du coup, a construit des maisons dans toute la France. Donc, on a directement sur cet encart une map qui prend les 3/4 de l'encart. Ensuite, on a en plus petit une barre de recherche qui est assez discrète,
et on a des légendes. Sauf que sur ces légendes, on a des comportements un peu bizarres par rapport à ce qu'on trouve ici. En fait, si c'est de cette couleur, c'est qu'on va pouvoir découvrir des photos, j'imagine de l'endroit où se trouve la maison. Si c'est en bleu, ce sera dommage, on ne pourra pas trouver de photos. Donc, ce qu'on peut imaginer, c'est que je vais zoomer petit à petit, il y a des choses qui vont éclater. Donc là, je vois qu'il y a des chiffres, ça éclate, il y a des petits boutons bleus qui sortent. Donc, je pense que ce n'est pas la photo, si jamais j'ai lu cette information qui est discrète. J'avance, et puis en fait, il y a beaucoup de choses qui éclatent un peu dans tous les sens. C'est un peu difficile à se demander, mais du coup, à quoi servent les boutons noirs? Est-ce que les boutons noirs, c'est un conglomérat de ce maison-là? Bref, il y a des choses à déduire. Et on sait que l'utilisateur ne va pas forcément déduire. Ce qui serait peut-être plus dans l'usage, ce serait de pouvoir proposer directement une barre de recherche dans ces moments-là. Pourquoi? L'utilisateur part de lui-même. Ce qui va l'intéresser, c'est son propre besoin. C'est ce que lui-même va rechercher. Donc finalement, c'est sa région qui va l'intéresser. C'est l'endroit où est-ce qu'il souhaite rechercher, voir s'il y a des maisons aux alentours. Voir si peut-être qu'il peut aller voir une personne qui a vécu l'expérience bois et qui est à proximité, qui pourrait aller interroger. Bref, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'abord écouter l'utilisateur. D'abord ce que lui veut, d'abord renseigner ses critères à lui de manière personnelle. Donc, pourquoi pas passer d'abord par donc une barre de recherche avant de lui proposer une map. Cette map gagnerait parce qu'elle serait filtrante pour l'utilisateur et ne l'amènerait que sur une zone pertinente pour notre utilisateur, plutôt que d'avoir pour lui à chercher une information, alors que l'interface pourrait la lui livrer directement. Yael, je ne sais pas si tu peux mettre l'exemple sur... on a fait un petit exemple très rapide, très simple. Voilà, juste comment ça pourrait se manifester. Simplement, plutôt que d'avoir la map d'abord, qui rajoute en fait un dynamisme attentionnel, puisqu'il y a de l'information en plus à traiter, consciemment, inconsciemment. En tout cas, on gagnerait directement en visibilité. C'est des critères de recherche, je renseigne ma ville, mon code postal, ma rue, qu'importe le niveau de précision. Je suis ensuite à l'étape de résultat, reporté sur une vue map avec uniquement ma région, et c'est là que je vais pouvoir m'amuser du coup à regarder. Peut-être que l'effet recherché par Boa, Gaël, peut-être que tu en parleras mieux que moi, sera d'autant plus décuplé qu'on aura engagé l'utilisateur sur cette recherche, et du coup, vu qu'il sera plus impliqué, il pourra mieux retenir peut-être certaines informations que Boa cherche à transmettre. Et ça, Gaël, je pense que je vais pouvoir te laisser faire. Oui, simplement rebondir là-dessus parce qu'on leur a posé la question en fait de l'intérêt. Il faut faire attention avec les maps, même sur mobile, c'est très lourd et du coup c'est important de vraiment se poser la question à deux fois à quoi va servir cette map avant d'infliger entre guillemets ça à l'utilisateur. Donc là c'est vrai que quand on a posé la question à Boa, c'était très légitime au niveau de la réponse. C'était que en fait c'est pas un constructeur majoritaire au niveau national et en fait ils avaient envie de montrer qu'ils ont fait des réalisations dans toute la France et que ils ont l'habitude en fait c'est un constructeur qui est quand même bien implanté et du coup il y avait l'effet de masse en fait ils voulaient capitaliser sur le fait de voir qu'il y a plein de réalisations un peu partout. Et du coup ce qu'on leur a répondu c'est que l'utilisateur il est quand même assez nombriliste en somme comme nous tous puisque nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des fourmis donc c'est ok en fait de lui proposer de rechercher son code postal, de voir ce qu'il y a autour de lui et s'il a envie de se dire tiens j'ai envie de me rassurer et j'ai envie de voir s'ils font plus de trucs, il va automatiquement en fait dézoomer. Et là, en l'occurrence, dans notre test utilisateur, il n'y a pas eu ce côté de remise en question en fait de la qualité de l'entreprise versus le nombre de réalisations qu'elle a effectuées. Donc c'est peut-être aussi à évaluer dans une analyse un peu plus approfondie du besoin utilisateur. C'est peut-être aussi une peur simplement du business et de la stratégie des personnes du métier en fait que des utilisateurs. Donc ça, c'est vraiment typiquement le genre de choses qu'on invite vraiment à réfléchir et chaque élément un peu lourd comme ça d'utilisation qu'on met sur un site, il faut vraiment le cadrer stratégiquement. On a fini sur cette page, Maxime. On a un peu, on va un peu accélérer sur la page suivante. Donc, au niveau du, on n'a pas parlé de l'affordance. Ah bah oui, c'est parce que c'est sur la page suivante. C'est pour ça. Sur le takeaway, sur le petit compte rendu de ce que vient de dire Maxime, on vous laissera, on vous enverra à tous cette présentation, donc on vous laissera le lire. On arrive sur la page modèle d'inspiration, c'est l'avant-dernière page. On aura un peu moins de choses à dire sur celle-là et sur la dernière, donc restez avec nous, on passera aux questions live après. Donc, accompagner l'utilisateur dans la construction de son projet. Donc, effectivement, là, sur le principe, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une page inspirationnelle avec des plans, enfin,
pas des plans, vous le verrez, avec des inspirations de types de maisons qui sont à personnaliser. Donc, le but, c'est vraiment d'aller un peu plus dans le détail au niveau de l'utilisateur et qu'il puisse accéder à des informations plus rationnelles. On a évoqué en stratégie l'idée du prix. Donc ça, c'est un sujet qu'on a souvent avec nos clients qui sont dans des marchés premium. Est-ce qu'on affiche le prix ou non ? Grosse question, est-ce qu'on affiche le prix ou non ? Donc là, Boa nous expliquait qu'il y a une volonté de la part de la direction de ne pas parler de prix. En revanche, il y a une grosse volonté, une grosse attente de la part des utilisateurs d'afficher le prix. Et aussi, on a pu se rendre compte chez des concurrents de Boa que des concurrents directs, voilà, quasi directs, qu'il y a des concurrents quasi directs qui affichent les prix. Donc forcément, pour l'utilisateur, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc là, au-delà de la stratégie de cette page, il y a eu un vrai manque, en tout cas dans l'utilisation, une grosse recommandation qui est de se positionner quand même au niveau, donner des indications de prix à l'utilisateur. Pardon, je laisse... Ouais. Tout à fait. Et effectivement, cette page, comme tu l'as très bien souligné, Gaël, c'est l'occasion pour l'utilisateur de se projeter d'autant plus chez Boa. Et on va voir justement toutes les problématiques d'utilisabilité qui empêchent finalement cette projection. Et une fois n'est pas coutume, on va d'abord commencer par un extrait vidéo et puis on va pouvoir le commenter ensuite. Regardez un petit peu, je vais quand même... Maintenant, avant de finalement... Pour essayer d'accélérer également pour ma recherche, parce que je vais peut-être pas passer 150 ans non plus. J'y reviendrai potentiellement si le truc m'intéresse, hein, mais du coup, je vais cliquer un petit peu sur les autres trucs et me donner un avis, me donner une idée sur est-ce que je retiens Boa ou pas, en fait. Hein. Et là, où est-ce que tu allais du coup sur... Les modèles d'inspiration. D'accord. Et qu'est-ce que tu trouves ici ? Je vois des trucs comme ça qui me parlent pas du tout, qui sont peut-être cliquables, on va dire zoom. Inspiration zoom. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Alors, on vous a un peu spoilé. On a une problématique en fait d'affordance. Affordance, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une qualité propre à un objet de manifester sa propre utilité. C'est-à-dire sans avoir du coup à le tester, on peut, ne serait-ce que en le voyant, imaginer ce à quoi il sert. C'est le cas par exemple avec une chaise. On n'a pas besoin que sur la chaise il y ait écrit « Asseyez-vous sur moi » pour comprendre qu'on peut effectivement s'asseoir dessus. C'est également le cas pour certains boutons qu'on a typiquement sur des écrans, sur les interfaces, ou parce que le degré d'ombrage est assez bien mesuré, on peut imaginer, ça reprend en tout cas la métaphore du bouton poussoir. On imagine qu'on peut cliquer dessus. Bref, on est incité à l'action. C'est tout le principe de l'affordance. Et ici, c'est quelque chose qui manque sur cet écran-là. Comme on peut le voir, on a un panneau qui permet de jongler avec les différents modèles d'inspiration, justement, de Boa. Ce qui est un peu dommage ici, c'est que par lui-même, cet objet-là, cet objet en termes d'information n'est pas explicite. On ne sait pas forcément à quoi il correspond. Bref, vous l'avez compris, il y a une problématique d'affordance. À quoi est-ce que ça renvoie ? On le voit, l'utilisateur ne sait pas vraiment à quoi ça sert, donc il passe sa souris dessus, il fait entre guillemets des erreurs, il se rend compte que c'est peut-être cliquable, donc il va cliquer dessus et c'est seulement là qu'il comprend. C'est dommage parce qu'on pourrait l'aider à mieux comprendre parce que peut-être qu'il serait intéressé à utiliser ça. Et plus un utilisateur voit clair dans une interface, forcément, mieux c'est. On voit là, comme ça, sur desktop, sur un écran d'ordinateur, c'est assez... on voit un peu la problématique et c'est d'autant plus visible sur mobile. Sur mobile, on voit en effet que cet écran-là, ce panneau de filtrage de modèle d'inspiration, il est coupé. Donc déjà, on a du mal à voir à quoi ça correspond, mais en plus, il est coupé en deux par un effet cut-off design. Il faut que j'aille slider vers la gauche pour l'ouvrir. En gros, il y a deux actions. Il faut que je comprenne à quoi ça sert. Pour ça, j'ai envie d'en voir un peu plus. Donc, il faut que je tourne et pour voir à quoi ça correspond. C'est un peu compliqué. D'autant plus que la terminologie, les nomenclatures qui sont utilisées sont un langage propre à Boa. On a wood, on a cool, on a look. On comprend le lien avec Boa, l'utilisation des deux O, mais ce n'est pas forcément parlant. On voit typiquement dans l'extrait que l'utilisateur clique sur Zoom, voilà, vraiment par pif, entre guillemets, et puis il tombe sur une inspiration qui a comme en dessous. Ce qui pourrait peut-être donner
aider en tout cas l'utilisateur. Comme on peut le voir, lorsqu'on arrive sur cette page, on est par défaut sur l'inspiration Wood. Peut-être que simplement le fait d'indiquer que Wood est dans une autre couleur que le reste, d'office, ça permettrait de se dire, bon, puisque celui-là ne réagit pas comme les autres, alors peut-être je peux cliquer sur les autres. Bref, d'aider l'utilisateur en lui mettant un signal qui pourrait l'aider du coup à faire lien finalement avec l'utilisation de ce panneau. En plus de cet aspect-là, il y a quelque chose qui est intéressant et que Gaël a mentionné tout à l'heure, c'est qu'on est sur une dynamique de sur-mesure chez Boa. Or, ici, l'information n'est pas spécialement mise en avant. On a des exemples, effectivement, qui sont d'ailleurs très jolis. Moi, je me projette tout à fait, voilà. Mais on ne sait pas forcément si je peux modifier les chambres. Est-ce que je peux dire que en fait, je veux qu'une seule chambre? Est-ce que je peux dire que cette fenêtre, je la verrai plus là, etc. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'éléments de réponse à ces questions-là. En fait, ces éléments, ils existent, ils sont là. Ils sont un peu cachés, entre guillemets, dans un flot d'informations important. Ils ne sont pas spécialement mis en avant, puisqu'ils sont condensés dans un paragraphe. Et comme on l'a vu, les paragraphes ne sont pas lus dans leur intégralité. C'est un peu dommage. Voilà, du coup, pour cette page-là, Gaëlle, je te laisse. On va avancer. Malheureusement, c'est vrai qu'on arrive à 13h55, donc on va aller sur la dernière page. Simplement, pensez aussi contenu. Alors, il y a un grand message quand même sur cette page qu'on voulait faire passer, qui était aussi, c'est une page qui est très belle visuellement, mais il manque du texte. Le contenu visuel, c'est super, et c'est la plupart du temps, c'est souvent du visuel qui manque par rapport au texte. Bon, là, en l'occurrence, c'est un peu l'inverse. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est trouver un équilibre, et un équilibre qui satisfait l'utilisateur et aussi le référencement naturel. Et là, on pense qu'il va y avoir des petits soucis de SEO sur ces pages-là. Voilà, et on va passer à la page suivante, qui est la dernière page, et qui est quand même une page importante pour conclure le parcours utilisateur, qui est la page formulaire de contact. Donc, en l'occurrence, il y a deux call to action principaux sur ce site. C'est trouver une agence locale et contacter l'entreprise. Donc, nous, on s'est basé sur le formulaire de contact. Et du coup, on va l'afficher. Hop, voilà. Ouais. Donc, le formulaire de contact, d'un point de vue stratégique, c'est quand même l'ultime passage de votre utilisateur avant de vous contacter en direct. Donc, ça doit être principalement soigné. Ici, il y a une erreur majeure qui est faite, Maxime. Ouais, on a un signal d'alerte qui est envoyé à l'utilisateur. C'est un peu dommage. En fait, on a des cadres rouges qui sont affichés d'office. C'est-à-dire que je n'ai même pas commencé à renseigner mes critères, que je sais que je suis dans l'erreur. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est un peu la question qu'on peut se poser. Bref, on est dans une première évocation émotionnelle. J'ai fait quelque chose. Il y a un message d'alerte qui m'est livré. C'est bon, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu dommage, mais ce n'est pas en soi tant dramatique. Ce n'est pas autant dramatique, entre guillemets, que dès lors qu'on fait une erreur, donc ça reste en rouge. Si je mets, par exemple, un beau prénom, c'est en vert, je suis validé, je suis content, ça me rassure, tout va bien. Maintenant, si je fais une erreur, en fait, ça reste en rouge et je ne sais pas ce que j'ai fait comme erreur. D'autant plus que le nom ici disparaît. Donc, je dois supprimer pour me rendre compte qu'en fait, c'était le prénom et qu'effectivement, je ne peux pas renseigner le chiffre dans un prénom, sauf si je suis un robot. Mais voilà, on n'a pas de retour sur l'erreur qui est faite. On ne peut pas, du coup, à la fois l'anticiper et on ne peut pas la corriger. Si on ne dit pas où est-ce que j'ai fait l'erreur, c'est difficile de savoir comment y remédier. Yes. Une remontée aussi, on n'en a pas parlé. On a Claire, notre UX Writer, qui a fait un gros boulot sur cet audit, et malheureusement, on a trop peu parlé de ses retours parce qu'on était vraiment dans un temps limité. Mais là, elle nous a fait quand même un retour principal, c'est qu'il y a un manque de micro-contenu pour accompagner en fait l'utilisateur dans ce formulaire, notamment pour expliquer qu'est-ce qui va se passer après le contact, dans combien de temps je vais être contacté, qui va me contacter. On est quand même dans une problématique d'un business model en réseau, c'est-à-dire que en fait, il y a Boa et la tête de réseau, et puis il y a des partenaires locaux qui vont distribuer les produits Boa. Donc, du coup, qui me contacte? Est-ce que c'est la tête de réseau, le local, etc. Donc, il faut faire attention à bien travailler aussi le discours et la réassurance jusqu'au formulaire de contact. Et même s'il y a un endroit où on doit faire de la réassurance plus que tout, c'est bien le formulaire de contact. Ici aussi, dans nos suggestions, justement, pour quand on est sur une problématique générale, nationale, versus local, avec des utilisateurs qui ont besoin d'avoir une implémentation locale pour rencontrer des êtres humains. Ce qu'on recommande aussi, c'est d'avoir une entrée de formulaire principale qui va être sur le code postal.
et qu'une fois que l'utilisateur a rentré le code postal, on va afficher automatiquement le partenaire local le plus proche avec les coordonnées, etc. On s'est rendu compte, on a fait ce test sur certains de nos clients qui ont ce même business model et on s'est rendu compte que les taux de transformation augmentaient beaucoup parce que ça rassure l'utilisateur de savoir que dans ma ville ou à la ville d'à côté, il y a quelqu'un à qui il va pouvoir parler en physique. Voilà. Donc, je crois qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'on voulait vous dire. Alors oui, il y avait aussi les règles d'opt-in à respecter. Donc ici, en l'occurrence, juste un petit rappel des règles d'opt-in parce que c'est important. Donc là, ce qui est très bien fait, c'est qu'il y a une case à cocher qui n'est pas précochée et on demande d'envoyer, d'autoriser le contact commercial. Attention, si vous voulez faire de la newsletter et si vous voulez envoyer des offres, des choses comme ça, n'oubliez jamais d'avoir une deuxième case à cocher. Cette case à cocher-là ne vous donne pas le droit d'envoyer des newsletters, en fait. Voilà. Et vous ne pouvez pas bloquer l'aspect newsletter. Vous ne pouvez pas bloquer le formulaire. Enfin, c'est dommage pour vous de bloquer le formulaire si l'utilisateur refuse la newsletter quand même. Voilà, on aurait eu plein d'autres choses à se dire, mais on va plutôt conclure et ensuite traiter les questions pour ceux qui veulent rester après parce qu'on sait que certains d'entre vous retravaillent à 14h, comme tout le monde. Ce qu'on voulait vous dire et la conclusion principale qu'on a eue dans ce site, on a eu un long échange avec les personnes de Boa qui ont créé ce site, enfin qui ont participé à la création de ce site. C'est typiquement l'opposition habituelle qu'on va avoir entre le marketing et l'expérience utilisateur. Souvent, les équipes marketing, alors je parle du marketing, c'est pas que je vais taper sur le marketing, je vous préviens, si je le fais, moi j'en suis, c'est ma formation de base. Donc voilà, en marketing, on dit souvent, oui, je veux un effet waouh, je veux de l'immersion, je veux de l'émotionnel, etc. Bon, là, c'est parfaitement réussi, on est tous d'accord là-dessus, c'est un site qui est très beau. Quand on va dessus à première vue, on se dit waouh, mais en fait, il est bien ce site, il est tout moderne, il est beau, il est immersif, etc. Et en fait, l'opposition entre justement ce côté effet waouh et qu'est-ce que c'est qu'une vraie expérience utilisateur avec un site qui est utilisable et qui répond à des besoins utilisateurs, c'est exactement ce qu'on vient de vous montrer. Et l'un ne peut pas aller sans l'autre. C'est-à-dire qu'on peut avoir les deux. Si on arrive à avoir un parfait équilibre entre les deux, et là, c'est parfait parce qu'on a atteint le summum, mais en fait, c'est pas quelque chose de facile et c'est un long travail qui nécessite quand même plusieurs étapes méthodologiques. Et du coup, au niveau de la suite, est-ce que nous, on préconise d'un point de vue méthodologique pour si vous avez un site qui a été refondu il n'y a pas longtemps et que vous vous rendez compte ou que vous avez envie de l'analyser un peu plus en détail. Donc, sur un site, et effectivement, il y a eu des questions autour de combien d'utilisateurs on met en test utilisateur. Donc, sur un site vitrine assez, il n'est pas simple, mais on va dire qu'on n'est pas sur des parcours extrêmement complexes. En fait, il faut essayer d'évaluer le nombre de parcours. Si vous n'avez pas un nombre de parcours qui est délirant, entre 3 et 5 utilisateurs, effectivement, quelqu'un disait à partir de 5 utilisateurs, on a à peu près 85% des retours et des points de friction d'un parcours. Donc, nous, c'est ce qu'on recommande. C'est ce qu'on met dans nos offres généralement. 3, c'est plutôt la version pas trop chère. Et puis 5, un peu mieux. Et puis voilà. Après, on s'est rendu compte, honnêtement, sur du site internet que plus, ça ne sert à rien. Il y a beaucoup de redites. Donc, on relève les points de friction, on relève les points importants et les attentes. Et ça, on le met toujours en corrélation avec la data. Donc, il ne faut pas oublier de bien faire un mapping des données stratégiques, c'est-à-dire que la base de données analytics, elle est bonne, mais elle n'est pas suffisante aujourd'hui pour aller dans le détail des parcours utilisateurs. Et je salue Ellie qui est parmi nous et avec qui on a fait un webinaire qui est vraiment très orienté sur la data. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur notre chaîne YouTube si c'est un domaine qui vous intéresse. Et bien sûr, toute la partie A/B testing aussi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on se rend compte qu'il y a des améliorations qui sont à mettre en place, nous, on recommande fortement de les A/B tester avant de les implémenter parce que si vous avez déjà un site qui tourne avec un certain niveau, c'est toujours important de pouvoir voir si ce que vous allez mettre en place, ça va vraiment améliorer le schmilblick. Voilà. Donc, ce que nous, on ferait, c'est une stratégie d'amélioration continue avec des points réguliers à la fois sur la partie quanti et sur la partie quali.
Voilà, merci à tous. Désolée, on a un peu dépassé le temps, mais pour ceux qui veulent rester, on est ouvert à traiter les questions. J'avais fermé le chat, donc j'ai pas vu les réactions en direct. Sinon, quand je parle après, j'arrive pas à me concentrer. Donc, au revoir à ceux qui s'en vont. Ouais. Je vais regarder les questions qu'on n'a pas traitées. Tac. Donc, Wilfried, en remplaçant la carte par une barre de recherche, comment gérer s'il n'y a pas de résultat? Avec la carte, je peux voir rapidement s'il n'y a rien proche de moi. Non. Oui, effectivement, ça peut être un des travers de voir qu'il n'y a rien proche de moi. Après, je ne sais pas, Maxime, si tu as des suggestions de solutions. Ouais, on peut imaginer que en fait, la dynamique qui était intéressante avec le fait de d'abord écouter l'utilisateur, puis du coup délivrer des résultats en fonction, c'est vraiment de prendre en compte d'abord l'utilisateur dans sa recherche. Effectivement, s'il n'y a pas, comme on l'a vu sur la map, il n'y avait pas trop de résultats dans le sud-ouest, si la personne renseigne l'adresse du sud-ouest, on pourrait imaginer quelque chose qui dirait il n'y a pas encore de construction à ce moment-là dans cette zone de la France. En tout cas, un message explicite qui lui dirait plutôt que d'arriver sur une zone où rien ne se passe. Voilà. Effectivement, ce n'est pas forcément la solution la plus adaptée, mais en tout cas, ce qui compte, c'est d'abord prendre en compte ce que veut l'utilisateur avant de le livrer pour en fait affiner la granularité des informations proposées, plutôt que de tout lui mettre, on va dire, devant les yeux, commencer par contre en précisant directement son besoin, en lui évitant de regarder des informations périphériques qui ne l'intéressent pas. Top, merci beaucoup. Alors je vais la mettre là. Comment vous choisissez les utilisateurs et après réaliser l'approche vers eux pour faire la mise en situation des tests? Alors, on a plein de solutions qui dépendent du budget de nos clients. Donc, la version vraiment, c'est ce que j'ai répondu un peu par écrit aussi sur est-ce que ça nous arrive de faire des analyses sans test? On ne préfère pas. Vous l'avez bien vu, Maxime peut tout à fait faire une analyse des heuristiques, mais en fait, on préfère les croiser avec des choses réelles. Et nous, ce qu'on dit toujours, c'est il vaut mieux faire un peu que rien du tout. Même si ce un peu est pas l'idéal. Donc, en fait, on préférera interroger notre entourage, notre maman, notre chérie en rentrant à la maison, ce genre de choses, que de rien faire du tout. Donc après, bien sûr, au niveau des protocoles, ça peut changer. Soit on est vraiment dans du presque guérilla. Donc, on va dans la rue, on va dans les couloirs de l'entreprise et puis on fait tester la solution. Ou alors, on va sur des choses qui sont beaucoup plus organisées. Et donc, dans les choses organisées, pour le recrutement, donc on passe par un prestataire externe pour faire vraiment des recrutements très carrés. Mais on peut aussi les faire nous et on peut les faire sur la base des bases de données que nous donnent nos clients. Donc, il y a deux solutions. Soit on passe sur des panels. Si on passe sur des panels externes à l'entreprise, là, on passe par un partenaire. Et si c'est interne à l'entreprise, on peut le faire nous. Voilà. Hop, voilà. Alors, j'aimerais bien savoir comment vous organisez le document d'analyse que vous présentez aux clients, comment vous présentez les informations, ce qui fonctionne versus ce qui ne va pas. Tu veux répondre ou tu veux que je... J'aurais peut-être du mal à y répondre. Je pense que ça dépend. J'ai envie de dire, c'est ma réponse préférée. Mais vas-y, Gaëlle. Ça dépend, ça dépasse. Alors oui, parce qu'en fait, on a testé ces restitutions depuis quand même plusieurs années maintenant. Alors, on fait toujours un document d'analyse détaillé qui est extrêmement long, vous vous en doutez, à présenter aux clients et fastidieux aussi. Donc là, par exemple, sur 1 heure, c'est vrai qu'on a essayé de le dynamiser et tout, mais on ne vous a pas dit tout ce qu'il y avait à dire. On a vraiment choisi pour que ce soit vraiment intéressant. Walter, ouais, la réponse des psychologues, c'est vrai. Et ouais. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on a toujours un document exhaustif qui est un document écrit, et puis on organise une restitution dans laquelle on va relever en fait vraiment les points essentiels, l'équivalent du takeaway qu'on a mis dans la presse que vous recevrez. Ça, on va le mettre dessus, et donc comme ça, en fait, ça permet d'avoir les deux, ça permet de créer un échange, et généralement, quand on fait un travail de refonte globale, pour être totalement transparent avec vous, en fait, on commence pas par un audit, on commence par des tests utilisateurs et par de la recherche utilisateur, puisque en fait, la plupart du temps, en fait, nos clients nous demandent de refondre l'existant. Donc, en fait, la partie audit, au final, on va pas critiquer un truc qui est déjà existant, puisqu'on va le refaire. Donc, c'est vrai que généralement, si on fait des audits, c'est plus pour démarrer de l'amélioration continue ou plus pour une intervention ponctuelle, comme on vient de le faire là, pour donner un peu des tips pour la suite, mais c'est vrai que c'est quand même assez rare par rapport aux projets qu'on a plus réguliers qui sont de la création ou de la refonte d'outils digitaux. Voilà.
Autre question. Je crois qu'il nous en reste une. Il nous en reste une, The Last. Avez-vous Ouais. des conseils pour présenter au mieux la la substantifique moelle, C'est un super les points clés. En fait, c'est pareil, c'est ce qu'on vient de dire. Voilà, c'est vrai que franchement, la restitution des phases de recherche, c'est toujours... on teste encore. On teste encore. Là, on s'est rendu compte, en fait, maintenant, on fait des gros points de restitution, des ateliers de restitution avec nos clients qui durent 3 heures, qui sont hyper denses. Et en fait, là, on est en train de se dire, ah ouais, mais quand même, on leur en met plein la tête pendant 3 heures, les pauvres. Et d'ailleurs, il y a certains de nos clients qui sont là. Je ne sais pas, vous pouvez peut-être témoigner. Et donc, c'est vrai qu'on est en train encore de chercher des solutions pour optimiser ça. L'essentiel, c'est surtout de dynamiser et puis d'être didactique et de comment dire. En fait, nous, on a des prestations avec nos clients qui durent sur le long terme. Donc, on a tendance à toujours un peu leur répéter les choses pour que ça rentre sur le long terme. Voilà. Donc, bon, il n'y a pas de solution miracle. Honnêtement, il n'y a pas de solution miracle. Et pour info, nous, on bosse beaucoup avec Miro, notamment sur la partie audit, parce que Miro, ça permet quand même... donc, Miro, c'est un board digital, en fait, un board collaboratif. C'est la fin du webinaire, je vais parler, qui permet en fait vraiment d'être hyper dynamique et de pouvoir échanger aussi un petit peu sur les interfaces. Et des fois, on présente ça en live aux clients. Voilà. On fait un peu au mieux, puis on s'adapte à nos clients. Et je me permets juste de rajouter, si tant est que ce soit possible de rajouter quelque chose à une réponse en soi assez exhaustive, mais simplement je me permets d'insister sur un point. Je ne pense pas qu'on puisse parler de substantifique moelle d'un audit. Je pense que toutes les phases de contextualisation, systématiquement, sinon il suffirait simplement d'apprendre les heuristiques par cœur et puis de les appliquer un peu partout à la manière d'une machine et vraiment avoir du coup des réponses. En fait, c'est toujours question de contextualisation. Comme on l'a vu, parfois il y a des heuristiques qui semblent a priori bonnes à prendre en compte sur un site, mais qui ne répondent pas forcément, en fait, ça peut paraître paradoxal, mais qui ne sont pas forcément adaptés en fait, à un usage spécifique, particulier par rapport aussi à des attentes des utilisateurs. Donc voilà, je voulais juste rajouter cette petite précision. Même si on ne l'a pas demandé. Mais écoute, là, on est dans le off, en fait, donc on peut on a basculé là. J'ai l'impression d'être sur M6. Ok. Est-ce que... Alors, je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions. On a répondu à tout. Merci pour vos témoignages aussi, parce que c'est vrai que c'est important pour nous de savoir si on continue à faire ce format ou pas. De toute façon, on va, je pense, vous envoyer un petit mail pour vous demander votre avis. Voilà, super. Bon, j'ai l'impression que ça vous plaît. Il n'y a personne qui se plaint et qui dit qu'on a dit des grosses bêtises. Donc c'est bien. Ok, super. En plus, vous êtes encore 48, c'est dingue. D'habitude, il n'y a plus personne à 14h. Tout le monde est reparti travailler. Qu'est-ce qui vous arrive là? Il n'y a personne qui travaille cet après-midi. Pendant la pause d'âge, ils se nourrissent de nous. Ouais, c'est ça. Bon. Ah ouais, en même temps. Mais oui, c'est parce que ouais, c'est bien. Mais... Super. Bah écoutez, top. Merci. Je vais me faire spammer mon LinkedIn. Ah, bah c'est bien, c'est le petit-déj, du coup, pour Henri. Super. Bon, eh ben très bien. Bah écoutez, nous, mine de rien, vous avez peut-être rien à faire cet après-midi, mais nous, on travaille. Hein. Donc, on va vous laisser. Effectivement, si vous avez des questions complémentaires, vraiment, n'hésitez pas à nous spammer nos LinkedIn. Je plaisante, on adore recevoir vos retours. La prochaine, on vous tiendra informé. On ne sait pas encore parce qu'on se laissait encore le bénéfice du doute sur est-ce que le format fonctionne ou pas. Et puis, vous allez recevoir donc notre petit contenu assez rapidement. Ça sera soit cet après-midi, soit lundi. Et on revient vers vous avec la suite. On vous tiendra informé. Et merci, un grand merci à l'équipe de BOA. Je ne sais pas s'ils sont encore là, mais franchement, de s'être prêtés au jeu, voilà. Alors qu'en plus, le site a été refondu en octobre. Voilà, c'est vraiment super d'avoir fait cet exercice. Merci aussi à toute l'équipe Adelium qui a répondu et qui a animé le webinaire à l'écrit. Merci à toi, Maxime.
Et toi. voilà. Puis Et merci à bientôt. vous d'avoir Et merci assisté. à vous. Voilà, merci à tous. Et merci à Yann aussi pour le test utilisateur. Merci voilà. le monde. Merci le monde. Au revoir. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Au revoir.